Obligations américaines et obligations européennes. Le scénario haussier annuel est encore sur les rails. Explications fondamentales et explications graphiques. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, le scénario haussier sur les obligations, dont je vous parle depuis le milieu de l'année 2023. D'ailleurs, le prix des obligations, en dernière partie d'année 2023, a fortement rebondi. Mais voilà, depuis le mois de janvier, sur fond de rebond des taux d'intérêt du marché, sur fond de report temporel des anticipations de pivot des banques centrales, sur fond d'une désinflation qui est une réalité, notamment au sein de la zone euro, où elle est vaincue, elle est brisée, mais aux États-Unis, elle est toujours en cours, mais plus lente que prévu. Sur fond de tous ces éléments, il se trouve que le prix des obligations retrace sa hausse, peut-être pas verticale, mais en tout cas puissante en termes de momentum, qui a eu lieu entre septembre 2023 et janvier 2024. Dans cette vidéo, dans cette nouvelle édition du Top Gun, qui j'espère au passage vous plaît toujours. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas quand même à liker, juste pour me faire plaisir. La question que tout le monde se pose, pour ceux qui traitent les obligations, qu'on a peut-être acheté, le retracement depuis le début de l'année, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau crack ? Ou simplement on consolide le mât haussier de septembre-décembre, on est simplement en train de le retracer avant de repartir. Oui, nous restons dans les standards de retracement. Oui, j'estime. Alors, ce retracement n'est peut-être pas terminé. On va tout reprendre. Toute la partie analyse technique Ishimoku, analyse technique vague d'Elliott, fractal, les retracements. Écoutez, moi je vais vous démontrer dans cette vidéo, mais ce n'est encore une fois que mon humble avis, ce n'est que mon argumentation. Et le marché a toujours raison. Je vous propose mon argumentation, vous en faites ce que vous voulez, mais vous devez d'abord la passer au crible de votre esprit critique, à la moulinette de votre propre raisonnement. Moi je pense que oui, je pense que, vous savez, la pierre d'angle de ce scénario haussier que j'ai sur les obligations, que je vous propose encore d'ici la fin de l'année, et surtout sur l'année 2025, qu'est-ce que c'est ? Sur quoi c'est basé ? C'est basé sur le pivot des banques centrales, c'est basé sur la désinflation, c'est basé sur le ralentissement économique, c'est basé sur ce tiercé gagnant. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'estime que l'inflation est, vaincue en Europe. Alors, je ne parle pas de la Suisse, où la Suisse, on sait qu'elle est vaincue. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler d'inflation en Suisse selon l'indice officiel. C'est certain que si on regarde le prix du mètre carré à Lausanne et à Genève depuis 15 ans, voire 20 ans, il y a une belle inflation. Ce n'est pas le sujet. Elle est vaincue au sein de la zone euro. En Italie, en France, en Allemagne, coupée en deux. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, à mon humble avis, pivotera avant la Fed. Mon scénario est un pivot de la BCE en juin, la Fed peut-être pas. Et là, je vous renvoie vers la vidéo Fast and Forex que j'ai fait sur le sujet il y a 2 semaines. Maintenant, cette désinflation aux US, elle n'est pas vaincue. D'ailleurs, cette semaine, pourquoi je retraite ce sujet des obligations ? Parce que déjà, je pense que le retracement de toute la hausse de fin 2023 sera bientôt terminé, même si voilà, ça peut encore aller chercher un peu plus bas dans les ratios de retracement, peut-être du 61,8, peut-être du 78,6. Bon. C'est le mouvement inverse des taux d'intérêt du marché. Vous allez voir, j'ai un scénario elliotiste qui est toujours sur la table, qui est toujours sur les rails. Voilà, il n'y a pas déraillé. Bon. Cette désinflation, je vais reprendre avec vous. Alors, cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation CPI aux États-Unis. Ce mercredi, le CPI. Alors, le CPI, attention, il est plus élevé que le PCE. Il est à 3,8 en sous-jacent. La Fed regarde le PCE. Le PCE, lui, est à 2,8. Pourquoi le CPI est à 3,8 ? Me direz-vous, 3,8, on est loin des deux. Oui, mais c'est bullshit. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a une dimension immobilière qui a 9 mois de retard. Or, on sait que l'inflation immobilière est vaincue. On le sait en regardant là, à un instant T, le prix des loyers sur les sites immobiliers, donc on sait qu'elle est vaincue. Sauf que le prix des loyers là sur les sites immobiliers US arrivera dans l'indice officiel d'inflation dans 6 à 12 mois. Donc voilà, on s'en fout complètement que l'inflation immobilière soit encore tout en haut dans l'indice officiel, puisqu'on sait que c'est en retard sur la réalité. Maintenant, si l'immobilier, on sait que c'est fait, il y a les services. Ah ça, les services.
l'inflation des services. Mais écoutez, pour ça, il y a beaucoup d'indicateurs avancés. Et vous allez voir tous mes indicateurs avancés. Là, je ne parle pas de l'inflation qui va tomber encore ce mercredi, c'est celle du mois de mars, c'est encore des données en retard. Moi, je regarde là en temps réel et mes indicateurs avancés. Tous mes indicateurs avancés de l'inflation des services me disent que c'est pareil, c'est vaincu. Peut-être pas autant que l'immobilier, mais c'est beaucoup plus bas que le chiffre qui va ressortir ce mercredi. Donc, overall, je m'en fiche du chiffre qui ressortira mercredi. Moi, j'ai confiance à horizon 6 mois sur la désinflation sous-jacente aux États-Unis. Et de ce raisonnement-là, de cette analyse macroéconomique de l'inflation US, j'ai confiance dans le fait que le rebond du prix des obligations que nous avons eu en 2023 est la première étape pour une seconde jambe de hausse lorsque ce retracement sera terminé. Quand est-ce que ce retracement sera terminé? Là, ce sera de l'analyse technique. Et donc, nous allons là faire de l'analyse technique sur les taux d'intérêt et sur le prix des bonds américains et européens. Je prendrai 2 exemples de bonds US et je prendrai le Bund pour les obligations européennes. Sachant que overall, ça va être à peu près la même trajectoire. Et d'ailleurs, si la BCE pivote avant la Fed, peut-être qu'il y aura même d'ailleurs davantage d'upside en early trade à aller choper sur les bonds européens. N'oubliez pas, je vous présente ici une stratégie moyen-long terme. Ce n'est pas ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi, jeudi ou même vendredi prochain. D'accord ? Les meilleures stratégies en bourse, c'est celles où on a une big picture, on se projette, on écarte le bruit du marché, on est serein, on a sa gestion du risque, son capital, ses scénarios. Et on ne colle pas à son graphique tous les jours en se mettant du stress comme ça. Alors, oui, ceux qui font du trading. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font du trading d'obligations, à part les asset managers? Ben non. Donc il faut être serein sur un scénario obligataire. Et il faut avoir en tête les prochaines semaines, les prochains mois. Le programme s'affiche sous les yeux. On fera une première partie sur... Alors, attendez, voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, j'ai le petit curseur ici, à l'histoire que vous voyez mieux. Première partie en zone euro, l'inflation est proche de l'objectif de 2%. La désinflation est assez lente. Le scénario aussi annuel des obligations n'est pas remis en question sur le plan fondamental. Et puis, mon scénario graphique sur les obligations et taux d'intérêt. C'est parti, mes amis. Et là, vous êtes sur une belle rue de Paris, la bourse du commerce. Vous savez, c'est vers la place de l'Étoile, pour ceux qui connaissent. Inflation. État des lieux au sein de la zone euro et au sein des United States of America. Admirez ce magnifique accent britannico-américain que j'ai. Donc, commençons par les grands pays de la zone euro où l'on peut affirmer que l'inflation était vaincue, avec des taux d'inflation en Allemagne, en France et en Italie qui sont tout proches des objectifs de la BCE. Je commence par la zone euro parce qu'au fond, on s'en fiche de la zone euro puisqu'au final, le marché n'a Dieu que pour les États-Unis d'Amérique. Et oui, mes amis, même si... Alors, vous savez que si la Fed avait les chiffres d'inflation de la zone euro, là, elle pivotait à sa prochaine réunion. Mais voilà, longtemps, on a douté de la capacité de la Banque Centrale Européenne à pivoter avant la Fed. Mais vous savez quoi? Même maintenant, les membres de la Bundesbank appellent à un pivot. Parce que l'économie allemande est en récession, le chômage monte en Allemagne, et ça y est, l'inflation est vaincue. Vous avez même le pire faucon de la BCE. Le pire faucon de la BCE, c'est monsieur Joachim Nagel. Joachim Nagel, ce mec qui, en décembre dernier, disait encore « on ne coupe pas les taux, il n'y a pas moyen, l'inflation est trop élevée en Allemagne », alors que l'Allemagne avait connu une récession économique. Même Joachim Nagel passe en mode « faut peut-être se manier de baisser les taux ». Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a déjà un sujet. Et il pourra même y avoir un effet d'entraînement. C'est rare, hein. En général, c'est les taux américains qui entraînent les taux européens. Et pourquoi pas envisager un effet d'entraînement des taux européens sur les taux US? Et je vous rappelle, le mécanisme de base du fonctionnement du prix des obligations, que je vais reprendre plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas, le mécanisme de base qui est la corrélation inversée, en termes de tendance, entre les taux d'intérêt du marché, eux-mêmes soumis aux perspectives de politique monétaire des banques centrales, donc la corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché et le prix des bonds, le prix des obligations. Donc, effectivement, en Europe, alors, quelques illustrations quand même pour cette fameuse zone euro. Commençons par le taux d'inflation annuel dans la première économie de la zone euro, la République fédérale d'Allemagne. L'inflation qui chute, qui sera peut-être sous 2 le mois prochain. Donc, on n'est pas loin du monde d'avant. Ça, c'est pas mal. D'autres exemples, pour continuer mon argumentation. La troisième économie de la zone euro. Alors là, c'est carrément le retour au monde d'avant. There is no more inflation in Italy, guys. There is no more inflation in Italy. Elle est revenue au monde d'avant. Donc on est déjà quand même sur 2 grandes économies européennes
qui sont revenus au monde d'avant en termes d'inflation. Et maintenant, regardons l'inflation dans ce bon vieux pays de Louis XIV, de l'empereur Napoléon, de Marie-Antoinette aussi, du général de Gaulle. Le taux d'inflation annuel en France est tombé à 2,1. Regardez la pente. Quand je dis qu'elle est vaincue, je parle aussi de momentum. Donc moi, j'ai pas de sujet, j'ai pas d'inquiétude concernant la baisse à venir des taux d'intérêt du marché en Europe, ce qui mécaniquement se traduira. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on est encore sous l'influence des data US et vous avez tous vu les chiffres de l'emploi US vendredi dernier. Mais voilà, overall, ça va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Moi, c'est pour ça que je réitère ma confiance sur ce scénario aussi. Revenons maintenant à ce qui intéresse vraiment le marché, à savoir l'évolution de l'inflation aux États-Unis, où la désinflation est moins rapide du fait d'une résilience de l'économie des USA qui est à fond dans le scénario macroéconomique du soft landing. Tout d'abord, l'indice des prix PCE. Alors, je vous ai remis ici toutes les lectures de l'inflation aux States. Le PPI, lui, les prix à la production, c'est vaincu, c'est all good, ce sont les prix sortis d'usine, c'est toujours en avance sur les prix à la consommation. Pour les prix à la consommation, vous avez le PCE et le CPI. Cette semaine, c'est le CPI ici qui est mis à jour. Il est mis à jour mercredi. Alors, il est à 3,8 en version sous-jacente, c'est beaucoup 3,8. Sauf que, en fait, c'est pas un vrai 3,8. Parce que dans le 3,8 ici du CPI, vous avez l'inflation des services et l'inflation immobilière. Il est mis à jour mercredi, je vais vous montrer les détails. Cette inflation immobilière, elle est encore à 7. L'inflation des services à 6. Sauf qu'en fait, cette inflation immobilière qui est encore à 7 dans l'indice officiel, c'est du bullshit parce que ce sont pour la plupart des contrats de location qui ont été faits il y a un an. Or, si vous regardez aujourd'hui, vous regardez la vidéo ce lundi, vous allez sur un site, les plus gros sites immobiliers US, pour prendre un nouveau contrat de location, et là vous calculez le taux d'inflation sur un an, on est à 0, voire en baisse. Cette donnée-là, elle va arriver petit à petit dans l'indice d'inflation officiel, le temps que les anciens contrats de loc en temps ouvert arrivent au bout du bail. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça, c'est pas un sujet. Maintenant, il y a celle des services, elle qui est encore élevée. Va-t-elle chuter? Eh bien, moi, tous mes indicateurs avancés me disent que oui. Donc ça, j'arrive plus tard dans la démonstration. Donc oui, alors je montrais le PCE. Alors, attention, cette semaine, c'est pas le PCE qui est mis à jour. Là, vous avez sous les yeux le PCE. Donc il est à 2,8 en version sous-jacente, à 2,5 en version normale. Et ça, limite, alors c'est l'indice favori de la Fed. On n'est pas encore dans le monde d'avant, mais ça y va. Et c'est pas celui qui est mis à jour cette semaine. Celui qui est mis à jour, c'est le CPI. Alors le CPI qui est encore donc, comme je vous montrais, à 3,8 en version sous-jacente et à 3,2 en version normale. Lorsqu'on regarde ces composantes, la composante immobilier, ça fait mal, elle est à 5,7. La composante service, elle est à 5,2. Pour l'immobilier, je vous ai expliqué que, et je vais vous remontrer ça dans un instant, que c'est résolu, en fait on est déjà ici. Pour les services, c'est plus complexe. Cette semaine, c'est vraiment ces composantes-là que le marché va regarder. Maintenant, encore une fois, la Réserve fédérale des États-Unis regarde le PCE. D'ailleurs, lorsque vous regardez les objectifs, là je suis sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, lorsque vous regardez les objectifs de la Réserve fédérale des États-Unis en matière de prix, le CPI n'apparaît nulle part. Vous avez le PCE et le corps PCE. Donc, au final, alors dans ces cas, pourquoi regarder le CPI? Parce qu'il y a quand même une corrélation entre le CPI et le PCE. Et en réalité, cette semaine, ce n'est pas la valeur absolue du CPI qu'on va regarder, c'est l'évolution de certaines de ses composantes, en particulier donc les services et l'immobilier. Donc, il y aura tout de même un impact important du CPI mis à jour ce mercredi aux États-Unis. Quoi qu'il arrive, ça ne remettra pas en cause. Imaginons que ça prolonge la baisse des obligations. Je pense qu'on est toujours dans une phase de retracement de la forte hausse qu'il y a eu sur le prix des obligations entre septembre et décembre 2023, et que ce retracement est profond, parce que c'est la thématique du moment, l'inflation ça prend du temps, mais qu'au final, moi je vois ce retracement comme une opportunité pour ceux qui ne seraient pas rentrés de rentrer. Bon. Ce n'est que ma proposition. Chacun est libre d'agir ensuite comme il l'entend. Alors, c'est à nouveau la version sous-jacente Core Inflation qui va être mise sous très haute surveillance, en version mensuelle et en version annuelle. Alors oui, ça c'est très important. Dans le chiffre qui va être mis à jour ce mercredi, soyez très attentifs à la mise à jour de l'inflation mensuelle.
Vous avez ici donc le taux de croissance, parce que vous savez, lorsque vous calculez l'inflation, vous avez le taux de croissance annuel et le taux de croissance mensuel. Alors, overall, on regarde le taux de croissance annuel, mais le taux de croissance annuel est nourri par la succession des taux de croissance mensuels. Dans le monde d'avant, dans le monde où il n'y avait pas d'inflation, où justement on voulait en avoir de l'inflation, l'époque des taux zéro, dans le monde d'avant, le taux d'inflation mensuel du CPI évoluait entre 0,2 et 0,3. Là, il est plutôt entre 0,3 et 0,4. Le consensus, c'est 0,3 pour ce mercredi. Il faut vraiment que ce soit 0,3. Et overall, il faudrait, pour vraiment dire, et pour que la Fed ait confiance, cette fameuse confiance qu'elle attend d'avoir pour pivoter dans un retour de l'inflation à 2%, il faudrait que cette inflation mensuelle retourne entre 0,2 et 0,3. Donc, il y a eu un stress depuis le début de l'année, regardez, parce qu'on a fait 0,39 et 0,38. Vous voyez, le monde d'avant, c'est là. Le monde d'avant, donc, on évoluait entre 0,2 et 0,3. Et donc, c'est intéressant, c'est que fin 2023, on était revenu. Et puis là, donc, on est repassé un peu au-dessus. Donc, il va falloir vraiment, vraiment que ce chiffre, que mercredi, ici, vous allez avoir une nouvelle barre, mercredi, il faut vraiment qu'on soit à 0,3. D'ailleurs, le consensus, selon Inflation No Casting, pour le core CPI en mensuel en mars, c'est 0,31. Donc ça va être un des temps forts à surveiller cette semaine. Alors, vous avez aussi, je vous rappelle, le CPI Core. Le CPI Core, le super sous-jacent, lui, il exclut l'immobilier. Comme je vous expliquais, l'immobilier, c'est un chiffre en trompe-l'œil. En fait, elle est déjà beaucoup plus basse. Je vais vous réexpliquer. Le super core CPI, lui, est à 2,4. Mais là, il est obligatoire pour que la Fed pivote. Pour que la Fed envisage de pivoter, il est obligatoire que ce super core CPI soit sous 2. Là, il est à 2,40. C'est pas loin. Ça va peut-être prendre encore quelques mois. Dites-vous bien que dans le super core, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de matières premières, il n'y a pas d'éléments volatiles. On parle vraiment de l'inflation sous-jacente. Et c'est ça que regardent les banques centrales. Alors, la désinflation US est lente, mais l'objectif de la Fed à 2% sera atteint en 2025. Tel est mon scénario, telle est mon anticipation globale macro, telle est ici la pierre angulaire ou pierre d'angle, chacun dit comme il l'entend, sur laquelle se construit mon scénario qui reste bullish sur les obligations, quand bien même nous sommes là en train de retracer la hausse entre septembre et décembre dernier. Alors jusqu'où ça va retracer? Vous avez toute la dernière partie de la vidéo qui est sur l'analyse technique des bonds, du prix des bonds et des taux d'intérêt. Si vous souhaitez directement y aller, vous pouvez utiliser la barre de temps en bas où j'ai tout chapitré. N'oubliez pas aussi que le chapitrage se retrouve dans la description où vous pouvez cliquer sur les minutes et ça vous envoie directement à la partie qui vous intéresse. Moi je fais ça pour votre confort, donc j'espère que ça vous plaît quand même. Mais pour votre confort, j'ai aussi ajouté ce petit machin. Alors, ce petit pointeur, nos amis britanniques, avec mon superbe accent, disent un highlighted cursor. Rappelons tout d'abord le scénario inflation de la Fed. La Fed, elle, nous a dit qu'elle pivoterait lorsqu'elle aurait confiance dans un retour à 2%. Regardez bien, la Fed, elle nous avait dit, il y a 2 semaines, qu'elle envisageait 3 baisses de taux, donc de 4,6 à 3,9, lorsque non pas l'inflation serait à 2, mais lorsqu'elle aurait confiance d'un retour à 2. Et regardez, cette année, elle vise 2,6. Et là, le taux est à 5,5. Donc en gros, la Fed nous a dit que si le core PCE passait sous 2,6, ça suffirait à valider 3 baisses de taux, parce que là, nous sommes à 5,5. Elle dit 4,6, c'est 3 baisses de taux. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, sachant que le marché, vous savez, là maintenant, je vous montre, vous avez en jaune ce que disent les membres votants de la Fed, c'est-à-dire qu'ils envisagent 3 baisses de taux, et vous avez en noir ce que pense le marché. Alors ça, c'est intéressant, parce que pendant longtemps, c'était le marché qui se trompait. Pendant longtemps, c'était le marché qui était hyper optimiste, et la Fed qui disait tranquille, elle freinait. Là, c'est étonnant, parce que la Fed, elle garde sa confiance. Jérôme Powell, qui s'est encore exprimé la semaine dernière, a rappelé qu'il avait confiance dans son scénario de désinflation. Mais c'est même le marché, vous avez les anticipations de marché, qui est la courbe en noir, qui est repassée au-dessus. Le marché, il envisage plus que 2 hausses de taux. Donc il y a un stress quand même. Il y a un stress, on se demande. C'est vrai, il y a le rebond du prix du pétrole, il y a le fret maritime. Bon, je vais d'ailleurs tout passer en revue dans un instant sur ce sujet.
Donc ça, c'est une première chose. Alors comment savoir si vraiment cette inflation va être vaincue? Je vous refais ici toute la liste des indicateurs avancés que j'utilise et qui me donnent confiance, non pas pour ces chiffres de mercredi, mais pour les 6 prochains mois. Tout d'abord le plus simple, Inflation Nowcasting, qui est un algorithme qui a été créé par une des antennes régionales de la Fed, qui est donc la Réserve fédérale de Cleveland. Alors, c'est des projections d'inflation à horizon 2 mois, c'est pas non plus 6 mois. Qu'est-ce que ça nous balance comme histoire? Actuellement, vous avez un core CPI à 2,80. En mars, Inflation Nowcasting, donc de la Fed de Cleveland, nous dit que ça va tomber à 2,67. Et en avril, à 2,59. C'est pas très rapide, mais ça baisse. Maintenant, vous avez le core CPI, qui est actuellement à 3,8. Là, il est attendu à 3,7. Et puis ensuite à 3,58. Et petit à petit, n'oubliez pas, c'est ça que regarde la Fed. Car ici, n'oubliez pas, vous avez un problème lié au lag entre le report des données en temps réel et la façon dont ces données en temps réel arrivent avec retard dans l'indice officiel. Je vais vous redonner un exemple dans un instant. Donc, pour le moment, notez qu'Inflation Nowcasting, pour aussi le rythme mensuel, nous envisage un retour dans l'intervalle des inflationnistes, entre 0,2 et 0,3. Donc, l'algorithme de la Réserve fédérale reste, pour le moment, confiant, malgré le rebond du prix du pétrole. Ensuite, vous avez l'application Trueflation. Et alors là, l'application Trueflation est particulièrement confiante. D'après Trueflation, qui est une application d'inflation, cette fois-ci en temps réel. C'est actualisé chaque jour à un instant T. C'est basé sur la technologie blockchain, qui est la technologie du cours du Bitcoin. Bon, regardez, déjà, Trueflation est à 1,96. Il y a eu récemment un rebond, mais d'après Trueflation, ce rebond récent de l'inflation, en fait, est provisoire. C'est intéressant de noter que Trueflation indiquait que janvier-février serait en surchauffe. Et ça retombe, 1,96. Maintenant, regardez comme c'est intéressant. Je vais vous montrer la composante des services. Rappelez-vous, dans l'indice officiel, les services sont encore beaucoup trop hauts. Ils sont à 5,2. Regardez ce que nous dit Trueflation pour l'inflation des services. L'effondrement. Et vous allez voir dans un instant, j'ai d'autres indicateurs avancés d'inflation qui arrivent. L'effondrement. On serait plus qu'à 2,9 en temps réel, à 2,9. Donc on sait déjà que ce 5,6, 5,2 deviendra 2,9 dans 4-5 mois. Vous voyez? Et regardez d'autres composantes de services. L'effondrement. Tout ça, ce sont des services. C'est déjà extrêmement bas. C'est même négatif ici en communication. Alors, la dimension immobilière, regardez, pour les loyers rented, on est à moins 7. Moins 7 en Trueflation. L'inflation des loyers est à moins 7%. L'indice officiel nous dit qu'on est à plus 6. Les sites en temps réel nous disent moins 7. Parce que moins 7, c'est maintenant. Or, dans l'indice officiel, c'est les contrats de loc depuis 1 an. Finalement, on s'en fout. La vraie inflation, c'est celle qui est maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inflation là, qui est maintenant, elle arrivera dans l'indice officiel dans 6 mois. Donc on peut déjà se projeter. Donc c'est pourquoi moi, j'ai pas trop... Bon, oui, sauf fait exceptionnel. J'ai pas d'inquiétude sur le fait que même si là, la désinflation a ralenti, ça va être un peu touchy, mars, avril, mai, ça va être un peu chiant, mais overall, d'ici Noël, moi j'ai confiance. Je suis persuadé que d'ici Noël, le prix des bonds sera revenu au moins, au minimum, à son plus haut de décembre dernier. Bon, je vais revenir par l'indice technique. Mais vous allez voir, j'ai plein d'autres indicateurs d'inflation avancés à vous montrer. Donc je continue. Alors vous avez donc ensuite les sites web du prix des loyers en temps réel. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré et que je vous remontre. Vous avez donc ici en vert et en jaune l'inflation officielle et vous avez en orange la vraie inflation reportée par les sites immobiliers en temps réel. C'est donc, regardez ici, lorsque l'inflation s'était envolée après la crise sanitaire, le temps qu'il a fallu pour que ça arrive à la hausse dans les indices officiels, depuis l'inflation immobilière est retombée au monde d'avant, et donc il faut du temps, comme ici il a fallu du temps pour que ça arrive là il faut du temps pour que ça arrive là. Et overall, on sait que donc ça, dites-vous bien, l'inflation immobilière, les loyers, c'est fini, tranquille. Peu importe ce qui va tomber mercredi, on sait que c'est le passé, on s'encarte du passé. Alors,
Le taux de croissance mensuel de l'inflation sous-jacente et sa composante service, ce sera à suivre. Maintenant, vous avez autre chose. Moi, j'aime beaucoup les indices PMI parce qu'ils ont des composantes. Et vous avez eu, la semaine dernière, la mise à jour de l'ISM des services aux États-Unis et notamment de sa composante prix. Moi, ce que j'observe, c'est que la composante prix a toujours été en avance sur l'inflation des services. Eh bien, regardez, elle s'est effondrée et elle est revenue à son niveau de mars 2020 qui était la chute des prix de la crise sanitaire. Alors, il y a eu un rebond transitoire qui correspond d'ailleurs au rebond des indices d'inflation de janvier-février. Et là, ça repart au sud. Ça nous dit que là, à horizon 2-3 mois, l'inflation des services dans les indices officiels va chuter. Donc, on a à la fois Trueflation qui nous dit ça, et on a aussi l'inflation des services avancée selon la composante Prices de l'ISM des services qui est revenue à son quasiment plus bas niveau de la crise sanitaire. Comment voulez-vous que l'inflation des services accélère alors que les données en temps réel et les indicateurs avancés nous disent que ça va retourner au sud? Bien sûr, comme d'habitude, il faut du temps pour que cela remonte dans les indices inflation. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours un décalage entre ces indicateurs avancés et ce que remonte officiellement, notamment ici en mars, où je pense qu'on ne le verra pas, mais peut-être sur avril et mai. Donc ça, c'est très bon signe, et il se passe un vrai truc, ça décélère sur les services. Il se passe un vrai sujet. Alors ensuite, oui, là maintenant, l'inflation alimentaire et le pétrole, c'est pas l'inflation sous-jacente, rappelez-vous, c'est l'inflation nominale. Or, les banques centrales regardent la version sous-jacente. Alors tout le monde me dit l'inflation alimentaire, regarde le prix du cacao. Le cacao, ok, j'aime beaucoup le chocolat, j'en mange du chocolat, peut-être un peu trop, mais on s'en fout complètement. Qu'est-ce qui compte comme matière première? Le maïs, l'avoine, le soja, le blé, que des tendances baissières. Oui, le cacao. D'ailleurs, ça retrace. Oui, le cacao. Mais sérieusement, est-ce que le prix du cacao représente l'inflation alimentaire moyenne? D'ailleurs, Trueflation nous dit que l'inflation alimentaire est à 2. Voilà, 2, c'est à peu près le monde d'avant. Donc, voilà, effectivement, lorsque je vois des articles du type « Le cacao s'envole, attention à l'inflation alimentaire », moi je vous dis, qu'est-ce que c'est l'inflation alimentaire? C'est le blé, l'avoine, le maïs, ou c'est le cacao? Il y a quoi dans les pâtes? Il y a quoi dans le riz? Bon, il y a peut-être des pâtes au chocolat, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être très bon. Donc, voilà. Bon, je surjoue un peu le truc, mais quand même, savoir raison garder. Il n'y a pas de rebond du prix des matières premières agricoles, sauf certaines niches. Et pour moi, le cacao, c'est une niche. Alors, oui, le pétrole. Oui, le pétrole rebondit. Mais au final, il est dans son trading range. Il est dans une phase un peu neutre, un peu latérale. Il rebondit à cause des quotas de l'OPEP, de la géopolitique. Moi, je pense que ça finira par retomber. Je vais traiter ce sujet dans le Fast and Forex. Mais le pétrole, encore une fois, c'est l'inflation nominale. Et d'ailleurs, regardez ce que nous dit Trueflation sur le coût des transports dans lequel vous retrouvez l'impact du prix du pétrole. Trueflation nous dit qu'on est à 0,80. Donc même malgré le rebond du prix du pétrole, dans l'inflation réelle du coût des transports, ça se voit même pas. Et ça représente quand même 19% du calcul. Et ça encore, ça c'est l'inflation nominale, dont se carrent les banques centrales. Vous me permettez l'expression. Alors ensuite, oui, il y a la guerre, la géopolitique, les bombes nucléaires, Vladimir Poutine, la fin du monde. Et le coût du fret maritime. C'est la réalité. Et je n'ignore aucun de ces baromètres. Et je reste prudent. Et d'ailleurs, encore une fois, je répète que ce n'est ici que mon argumentation et qu'elle est peut-être fausse. Je n'ai pas ni l'ego ni l'arrogance pour dire que j'aurais raison. Mais donc, je regarde des indicateurs du coût du fret maritime. En particulier le Baltic Dry Index, qui avait explosé à la hausse, ici à l'époque au moment de la crise sanitaire, bien avant les indices d'inflation. Il y a eu un stress, effectivement, sur le Baltique, qui est le coût du fret maritime par supertanker, pour les matières premières. Il y a eu un stress en fin d'année dernière, et notez que ça avait anticipé le rebond de l'inflation sur janvier-février. Mais depuis, ça retombe. Il faut savoir, nous sommes en fait encore dans les standards du monde d'avant. Si le Baltic Dry Index était envolé comme ça, oui, je vous aurais dit, il y a un stress.
Mais attention, je continue de le surveiller. Là, la bonne nouvelle, c'est que le Baltic Dry Index a tendance donc à se redégonfler. Le scénario aussi annuel des obligations n'est donc pas remis en question. Alors là, je vais vous montrer plein de choses intéressantes. Rappelons tout d'abord ici la base de fonctionnement du prix des obligations en bourse. Alors, voir les multiples Fast and Forex que j'ai fait sur le sujet, je vous renvoie notamment vers une vidéo que j'avais dû faire à la fin de l'été 2023, où à l'époque j'avais encore mes anciens écrans, où il fallait que je me rase, dis donc. Obligations en bourse, opportunité d'achat de long terme. Ça, c'est une vidéo que je vous ai proposée au milieu de l'année 2023. Et moi, je maintiens donc mon scénario. Ça, ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, rappelons quand même le mécanisme de base. La corrélation inversée, même si c'est plus complexe que ça, overall, le prix des bonds, si vous avez acheté des bonds US européens, c'est une corrélation inversée avec les taux du marché concernés. Ces taux d'intérêt du marché, qui sont en rebond depuis le début de l'année, moi j'estime que c'est un rebond provisoire, qui reste dans les standards d'analyse technique, peut-être aller chatouiller un peu plus haut, peut-être que le 10 ans US peut faire 4,70, 4,80, je pense pas que ça puisse revenir à 5%, et ensuite ça repartira au sud. Alors, il y a plusieurs choses à retenir, je vous ai remis plusieurs types d'informations. Tout d'abord, voici à nouveau le tableau de correspondance entre la hausse à envisager du prix des obligations en fonction de l'amplitude de la baisse des taux d'intérêt du marché. Alors, plus l'obligation est à long terme, on parle de duration longue. Ce que vous devez observer, et là vous avez les baisses de taux. Un exemple, vous prenez par exemple l'obligation américaine à 20 ans. Si les taux baissent de 150 points de base, donc si le 20 ans américain perd 150 points de base, le prix de l'obligation remontera de 26%. Sur l'obligation à 2 ans, si les taux d'intérêt à 2 ans baissent de 150 points de base, c'est-à-dire 1,5 point de pourcentage, 1,5, ça ne rebondira que de 6,5. C'est ce qu'on appelle la duration. Plus la duration est longue, plus le prix de l'obligation est sensible à la baisse des taux d'intérêt. Je vais prendre ici un exemple concret. Prenons donc le 20 ans américain, 150 points de base. S'il y a une baisse de 150 points de base, eh bien, cela signifiera donc, je vais vous prendre ici l'obligation longue à 20 ans US, donc ça a été le rebond de fin 2023. Et bien, s'il y a une baisse de 150 points de base de taux, ça veut dire que là, depuis ce niveau-là, vous allez avoir 20% de rebond. Donc, ça vous ramène ici, quoi. Ce sera ça l'objectif de cours. Là, on a une structure technique qui n'est pas dégueu. Bon, mais j'y viens après pour l'analyse technique. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous rappeler. Alors, avec le pivot des banques centrales, ce sont les taux d'intérêt à court terme, inférieurs à 2 ans, qui vont baisser en premier. Oui, en termes de points de base, si les banques centrales pivotent, ce sont d'abord les taux d'intérêt à court terme qui vont baisser le plus. Ils vont baisser le plus en points de base, mais comme je vous l'explique, même si nous avons davantage de points de base BPS de baisse des taux à court terme, eh bien, au final, l'impact sur le prix de l'obligation à 2 ans est beaucoup plus faible que l'impact que ça a sur les obligations à duration longue. C'est pour ça que moi, dans un scénario de rebond des obligations, je préfère jouer des maturités autour de 10 ans, pour avoir quand même une bonne sensibilité à la baisse des taux. Les obligations courtes, bon, même s'il y a une forte baisse des taux, le problème c'est qu'il n'y a pas non plus de fort rebond du prix de l'obligation, mais ça rebondit quand même. Ça, c'est le principe de la duration, la sensibilité et le degré de corrélation inversée entre la baisse des taux et le rebond du prix de l'obligation. Alors fondamentalement, moi j'estime que la désinflation et le ralentissement économique du fait de conditions monétaires qui restent restrictives vont favoriser une reprise du rebond du prix des obligations. Il y a aussi un excellent couple rendement-risque en comparaison avec le marché action. Je veux dire, overall, le marché action est tellement haut, tellement perché. D'après vous, qu'est-ce qui peut craquer le plus? Le S&P 500 ou les bonds? Les bonds, ils sont encore tout en bas. Le SP 500 est tellement perché, oui, c'est une tendance haussière, mais à un moment ou à un autre, viendra une correction. En termes de ratio rendement-risque et même de earning yields, même de yields. Le 10 ans US est au-dessus du rendement des bénéfices du S&P 500. Voilà, moi je me dis qu'en termes de ratio rendement-risque, là, je préfère aller chercher à exploiter le retracement du prix des obligations. Alors, donc, fondamentalement, la désinflation là, les flux entrants. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que j'ai étudié les flux entrants institutionnels ont été très importants sur les obligations depuis le début de l'année. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les instituts achètent la baisse. Les instituts, quand je dis achètent quoi? Ça, là, vous avez eu. Donc voilà, moi je vous rappelle la vue long terme. La vue long terme,
Prenez l'obligation américaine à 20 ans, on est sur l'énorme support. Moi, j'avais beaucoup insisté l'année dernière sur ces divergences haussières, et il y a eu donc la première phase du rebond. Moi, mon scénario, il y a eu la première, c'est que là, on retrace, donc jusqu'à où on va voir, et qu'ensuite, il y aura une deuxième jambe. C'est ça, voilà. C'est l'objet de ma vidéo. C'est ça que je vous propose ici comme scénario. Là, je suis sur un graphique en données mensuelles. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on observe, c'est qu'après toute cette hausse entre septembre 2023 et Noël dernier, vous avez eu donc une phase de retracement qui, somme toute, est sous contrôle sur les bonds. Et bien ici, il y a des flux entrants institutionnels. Donc, ils profitent de ce retracement, qui pour l'instant reste sous contrôle, puisqu'on a retracé 50%. J'ai mis ici les retracements de Fibo. Pour l'instant. Ça peut retracer plus. Vous savez, une vague B, dans le cadre d'une correction, ABC, dans le cadre d'une correction en 3 temps, ici une ABC, dans le cadre d'une correction en zigzag, la vague C peut retracer, voilà, 61,8, voire pourquoi pas 100%. Voire pourquoi pas 100%. Donc c'est, alors, là, nous sommes dans une 2. Hein. C'est en fait une structure en ABC qui construit une vague 2. Ça, c'est mon scénario. Bon, très bien. Alors, pour certains, nous serons dans une ABC. Dans ces cas-là, ce sera encore le 61,8. Au final, on se concentre sur ces ratios-là. 61,8 et 78,6. Donc, je les ai mis ici. Dans le pire des cas, ça pourrait revenir travailler cette zone. Mais là, il faudrait vraiment une donnée fondamentale. Bon, moi, je vais surveiller ici cette zone-là. Alors, je vais revenir tout de suite à ça. Donc, voilà. Alors, maintenant, c'est parti, on fait l'analyse technique. Ici, on fait l'analyse technique, c'est parti. Alors, première chose que je voulais vous montrer, quelque chose qui est plutôt bon signe pour la suite, c'est le dégonflement de la volatilité implicite des bonds. Vous avez ici le Move Index. Le Move Index qui, tranquillement, se replie. Ici, on aurait peut-être même fait une sorte de structure en épaule-tête-épaule. Et c'est plutôt... Voilà, ici, vous aviez le crack obligataire de 2021-2022 avec une envolée de la volatilité des bonds. Là, petit à petit, ça baisse. Parfois, il y a des rebonds, là, rebonds, mais au final, la tendance est baissière. Et le fait de voir cette volatilité des bonds, selon le Move Index, continuer de baisser, c'est plutôt bon signe pour ce scénario bullish sur les obligations. Alors maintenant, on va prendre 2 exemples. On va prendre le TLT US et le Bund. Donc, et tout ça en rapport avec les taux d'intérêt. Alors déjà, pour les taux d'intérêt, oui, ce n'est pas vaincu. Il manque encore des signaux. Moi, sur le 10 ans US, n'oubliez pas la corrélation inversée. Moi, j'ai toujours ce scénario-là. On aurait fait 5 temps de hausse. Donc ça, c'est vraiment c'est le scénario Eliotiste standard. Hein. 5 temps de hausse, toute la hausse de la remontée des taux pendant la crise sanitaire, et nous serions maintenant comme ça dans une structure en ABC. La B pouvant retracer 61,8 jusqu'à 78,6 de la A. Donc on est là-dedans. Overall, à grand max, je me dis, le 10 ans US peut remonter à 4,60, 4,75 avant de retomber. C'est vrai que je peux y ajouter les enseignements du système Ichimoku, et comme ça, je n'arrête pas de l'expliquer. Tant qu'on n'a pas de cassure du nuage, on ne peut pas avoir entièrement confiance dans ce scénario-là. Historiquement, c'est à chaque fois la cassure du nuage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qui validait la structure héliotiste. Donc pour vraiment donner du corps à ma structure héliotiste, parce que moi je vise 3,25, 3,50. À horizon fin d'année, sur le 10 ans US, je vise ça. 3,25, 3,50. Mais il faudrait vraiment enfoncer le nuage. Donc on est toujours là dans la vague B. C'est en fait le graphique inversé du prix des bonds. Donc ça peut, voilà, moi j'ai ce scénario-là, et ça peut encore aller chercher un peu plus haut. Mais overall, voilà ici donc quel est mon scénario sur le 10 ans US. Et donc, si je regarde maintenant du côté du TLT, j'ai ce scénario donc, qui est à l'envers, où j'ai ici les 5 jambes du bear market, et là on serait dans une structure, en ABC, la B retrace la A, et là ce qui est standard, c'est donc, alors ici j'ai mis une hypothèse de wedge, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, pour l'instant ça tient vraiment pas la route, hein. On verra bien, parce que ça peut être un peu plus comme ça, voilà. D'ailleurs, si je faisais vraiment le wedge, un peu plus comme ça. Je pense qu'on est dans ce type de structure, en daily. On a eu la vague A ici. La B donc est en train de retracer. Et moi, j'envisage le bottom dans cette zone. Et ce qui sera vraiment bullish, c'est lorsqu'on ressortira par le haut de cette pattern et qu'on ira chercher la C. Et pour ça, il va falloir vraiment quelque chose d'important
du côté de la désinflation. Pour le Bund, j'ai vraiment le même scénario, où vous avez eu donc un fort rebond du Bund entre septembre 2023 et Noël dernier. Nous sommes en train de le retracer, dans le cadre ici donc d'une structure en 3 temps. On aurait fait la A, là donc on aurait fait une A, une B, une C, à l'intérieur duquel on aurait fait la A, la B, et là on serait dans la C de la B. Le marché essaye de s'accrocher aux 50, 61,8, on est dans cette zone. Bon, c'est peut-être déjà, surtout que là je parle des taux européens, où l'inflation est vaincue, on serait déjà dans une zone d'accumulation intéressante sur le Bund. Car moi, en effet, j'ai beaucoup plus de confiance dans la baisse des taux des marchés européens, du fait que le chemin sur la désinflation est beaucoup plus avancé, qu'aux États-Unis, où l'économie est encore en surchauffe. Donc, je pense que j'aurais pas peur de dire que le Bund est déjà dans une phase d'accumulation intéressante. Et moi, mon scénario pour la fin de l'année, c'est un retour du Bund ici minimum. Pour Noël. Voilà, la vidéo est enregistrée, on fera le point à Noël. Je vise ici pour Noël. Et pour le TLT, au minimum ici. Donc c'est quand même des rebonds qui sont, qui sont intéressants. Voilà, en fait j'avais déjà fait la partie technique, donc voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Et puis voilà, de toute façon, je continue de faire le suivi de ça en permanence. Je ne ferai pas l'autruche. Et puis voilà. Passez un bon début de semaine. Salut, merci de m'avoir écouté.